Bonjour, ici Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir tout son argent en France. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on nous a parlé de ces riches, de ces personnes fortunées, qui placent une partie de leur patrimoine un petit peu partout dans le monde, nous dit-on, pour échapper à l'impôt. Alors c'est vrai que c'est une motivation, et on s'est servi de cette motivation-là pour un peu stigmatiser ces personnes-là, mais en réalité, il y a des raisons beaucoup plus importantes que le seul aspect fiscal qui justifient de placer son argent dans des pays différents les uns des autres. Autrement dit, de ne pas avoir tout son patrimoine concentré dans le pays dans lequel on vit. En l'occurrence, pour nous, il s'agit de ne pas avoir tout son patrimoine concentré en France. Qui est concerné par cette politique-là? Qui est concerné par cette stratégie? Eh bien, tout le monde. Pas simplement les personnes riches, pas simplement les personnes aisées. Toute personne qui a un tant soit peu de patrimoine, même petit, et qui souhaite donner à ce patrimoine la plus grande protection possible. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, actuellement, trois grandes menaces pèsent sur notre argent, sur notre patrimoine. La première, c'est le risque qui tient à la fragilité des banques. Disons le mot, le risque de faillite bancaire. La deuxième, c'est le risque d'effondrement des grandes monnaies, dont l'euro, qui est, comme vous savez, notre monnaie. La troisième, et celle-ci est spécifique à un certain nombre de pays, dont la France, c'est le risque de faillite de l'État. Donc vous voyez que ce sont trois menaces qui sont très importantes par leur nature, dont on devine que si elles venaient à se produire, eh bien les conséquences seraient également très importantes pour tous les agents économiques et notamment pour les ménages. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur ces menaces, et j'espère que cela vous fera toucher du doigt à quel point leur impact peut être important et à quel point le risque qu'elles surviennent est à prendre au sérieux. En ce qui concerne les banques, la fameuse fragilité des banques qui, en d'autres termes, est le risque de faillite, comme je vous l'ai dit, la fragilité des banques, vous pouvez se demander pourquoi les banques sont-elles fragiles, on ne vous l'a pas dit, on ne vous l'a pas beaucoup dit. Les banques sont fragiles parce que, au moins depuis 2008, elles ont prêté des sommes de plus en plus importantes et qui pèsent de plus en plus lourd par rapport à l'équilibre de leur bilan. Elles ont prêté à des agents économiques, notamment des entreprises et également des États. Mais enfin, là, c'est surtout la situation des entreprises qui nous intéresse. Soit qui ont fait faillite, soit qui ont de bonnes chances de faire faillite, soit pour celles qui sont les moins malades, dont on ne peut pas se prononcer sur ce que donnera ces prêts dans l'avenir. Bon, heureusement, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui, elles, pourront rembourser les prêts que les banques leur ont consentis, mais cela ne suffit pas. L'état de ce qu'on appelle les prêts non performants, c'est une jolie litote pour dire les prêts pourris, est suffisamment lourd pour menacer toutes les banques, ou la plupart des banques, notamment en Europe. Alors vous allez me dire, oui, mais la banque dans laquelle je suis est une banque solide. Je suis à la BNP, qui est une banque extrêmement solide, qui est la première banque mondiale, en tout cas la première banque française. Certes, mais en cas d'effondrement d'une banque importante en France ou en Europe, par effet de domino, eh bien, l'ensemble des banques suivra, y compris celles qui aujourd'hui paraissent solides, si tant est qu'on puisse se fier aux apparences. Dans ces conditions, la question se pose, c'est que se passe-t-il si ma banque fait faillite? Alors, vous le savez sans doute parce que les banquiers nous le répètent souvent, nous envoient des courriers là-dessus, des communications diverses. Il existe un fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100 000 € par compte, bien que ce fonds soit évidemment actionné. Bon, c'est rassurant, mais pas tant que ça finalement, parce que ce fonds a été conçu pour faire face à la défaillance d'une banque. Typiquement la banque dans laquelle vous êtes. Alors en effet, si votre banque est défaillante, le fonds est suffisamment provisionné, il y a 2 milliards d'euros ou 2,5 milliards d'euros dans ce fonds pour faire en sorte que vous soyez indemnisé. Le problème, c'est que
le scénario que je suis en train de vous décrire, c'est un scénario systémique, et c'est bien là qu'est le risque, dans lequel toutes les banques se cassent la figure, et à ce moment-là, pour la France, il faudrait indemniser au minimum 50 millions de comptes, car il y a diverses sortes de comptes qui sont concernés, évidemment les comptes courants, et puis d'autres types de comptes. On est au bas mot à 50 millions de comptes. 50 millions de comptes avec 2 milliards d'euros, ça fait 40 euros par compte. Autrement dit zéro. Alors en pratique, en pratique, on devine que le scénario sera le suivant. Ce sont les premiers qui retireront leur argent des banques ou qui demanderont à bénéficier de cela qui seront servis. On peut penser qu'eux seront correctement indemnisés, mais ça concernera un tout petit nombre de personnes. Et puis les autres n'auront rien. Voilà. Voilà donc quel est le risque en matière bancaire. Alors, ça c'est les banques. Maintenant, voyons ce qu'il y a du côté des monnaies. Je vous ai parlé donc d'un risque d'effondrement des monnaies. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui, pour certains d'entre vous, ou peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez tomber de l'arbre, comme on dit, quand vous entendez ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'évidemment, ce n'est pas un thème qui est très illustré par les grands médias, que ce soit les télés ou les journaux. Là-dessus, il y a une certaine discrétion, pour ne pas dire une omerta. Alors, ce qui se passe au niveau des monnaies, c'est que Obama, depuis 2008, afin de pouvoir renflouer les banques qui étaient sur le point de s'écrouler en 2008, et également afin de renflouer bon nombre d'entreprises qui, pour des questions de faute de gestion qui tenaient la conjoncture, étaient également sur le point de s'écrouler, les grandes banques centrales, donc la nôtre c'est la Banque Centrale Européenne, ces grandes banques centrales ont fabriqué des quantités de monnaie absolument gigantesques pour cela. Et également en s'imaginant, parce que c'était un peu la doctrine économique en vigueur à l'époque, on commence à en douter maintenant, mais jusqu'à il y a peu de temps, l'idée était que plus on met de monnaie en circulation, plus cela va favoriser la croissance. Alors la croissance n'est pas venue, enfin en tout cas elle a été extrêmement modeste, beaucoup plus modeste qu'au cours de la décennie précédente. On va dire qu'on a une croissance qui a augmenté à ce niveau-là, et puis on a eu une masse monétaire qui a augmenté à ce niveau-là. Bon. Sans être un grand économiste, on comprend que la valeur globale de la masse monétaire doit être égale à la valeur des biens et services en circulation. Là, ce n'est pas le cas. On a une valeur de masse monétaire qui est infiniment plus grande, puisqu'on a créé des milliers de milliards, pendant des années, des milliers de milliards d'euros, des milliers de milliards de dollars, des milliers de milliards de yuan, pour la monnaie chinoise, ou de yen, la monnaie japonaise, ou de livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni. On a donc créé ces quantités astronomiques de monnaie qui se trouvent donc en stock beaucoup trop grand par rapport à la valeur des biens et services qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que la valeur réelle des monnaies doit diminuer pour finir par ajuster le stock de monnaie à la valeur réelle des biens et services. Il faut donc s'attendre à ce qu'un jour, soit du fait des marchés, soit du fait d'une décision politique prise à droite ou à gauche dans tel ou tel pays, on apprenne subitement que la monnaie a été totalement dépréciée très rapidement, que la valeur de l'euro est subitement divisée, probablement pareil pour les autres. Enfin, les autres, on s'en fiche un peu en l'occurrence. Là, c'est surtout l'euro qui nous intéresse. Bien évidemment, si on se trouve dans cette situation-là, comme nous avons nos avoirs en euros, quand on a nos avoirs uniquement en euros, eh bien c'est une catastrophe. Donc cela interpelle, et naturellement la question qui vient, c'est oui, mais puisque ces choses sont comme ça, est-ce qu'il existe des dispositifs qui sont pris au niveau des institutions, au niveau des organisations politiques, pour que cela, à défaut de ne pas se produire, au moins pour que les agents économiques et surtout les ménages n'en fassent pas les frais. Malheureusement, il n'y a rien. Les choses suivront leur cours, et si on en arrive à ce stade-là, il n'y aura plus qu'à compter les cadavres, si j'ose dire. Ce qui veut dire qu'il appartient à chaque ménage d'anticiper et de prendre, tant que cela est possible, les dispositions qui permettront de réchapper au désastre collectif.
Je vous parlais donc troisième problème pour nous Français, qui est celui de l'endettement excessif de notre État. Plus exactement, je vais vous parler du risque de faillite de l'État. La cause est évidemment l'endettement excessif. Cet endettement excessif, je vais vous donner simplement deux chiffres. Cet endettement excessif représente depuis 2017 plus de 100% du produit intérieur brut, c'est-à-dire plus de 100% de la richesse annuelle fabriquée par la France, c'est-à-dire à peu près 2200 milliards d'euros. Bon, le chiffre donne un peu le vertige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, dans de telles conditions, avec des taux d'intérêt normaux, l'État français aurait fait faillite ou aurait été confronté à une difficulté majeure. Ça n'a pas été le cas parce que le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, pour éviter cela, notamment à la France, notamment à l'Italie, notamment à l'Espagne, notamment au Portugal, notamment, etc., a baissé très rapidement les taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plusieurs années, on a des taux d'intérêt nuls ou négatifs. Dans ces conditions, le poids des intérêts des dettes d'État se trouve fortement restreint, totalement contenu, et donc les États peuvent continuer à payer leurs dettes sans faire faillite, à tel point d'ailleurs qu'ils continuent à s'endetter. C'est la raison pour laquelle la dette aujourd'hui est plus importante que l'année dernière, et elle-même que l'année précédente, etc. Donc tout cela est à prendre très au sérieux. Je vous indiquerai quelles sont les solutions possibles pour les ménages qui veulent anticiper sur ces événements-là lors de ma prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la manquer, eh bien, le mieux c'est de vous abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous paraît intéressante et de nature à aider certaines personnes, eh bien n'hésitez pas à favoriser cette diffusion en la likant, comme on dit. Autrement dit, vous appuyez sur le pouce levé pour dire que vous aimez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.